Oui, parfois nous avons décidé d'accueillir volontiers les autres. L'idée n'étant pas de nous protéger, idéalement de nous contraindre à un imaginaire devoir, mais bien de prendre toutes les dispositions possibles, de favoriser les conditions susceptibles de nous conduire à accepter d'être liés par l'obligation de tous envers tous, Dostoïevski, d'être au service de l'obligation universelle envers tous les êtres humains, Simone Veil. Et j'ajoute envers tous les vivants, c'est-à-dire envers le monde vulnérable qui nous accueille précisément en raison de sa fragilité et de son destin éphémère. Nombreux prétendent aujourd'hui défendre ainsi notre mémoire. Mais ce qui s'oppose à la mémoire n'est ni l'oubli, ni l'effacement, volontaire ou non, mais le figement, la fixité, l'inaction temporelle. La mémoire, ce n'est pas un temple dont nous serions les gardiens, ni une forteresse à défendre. La mémoire n'est faite que de parcours et de courses, de traversées. La mémoire, ce sont des campi, écrivait déjà saint Augustin, des champs, des prairies, c'est-à-dire un lieu ouvert à explorer, un espace indéfini de conquête et de disparition. Pourquoi vouloir cesser d'arpenter les grandes prairies de la mémoire et vivre dans l'illusion de forteresses à défendre, de points fixes à garder? La mémoire est construction, c'est un muscle, une création, avec des passages, des erreurs, des lapsus, des condensations, des contaminations, des répétitions, des retournements, des réanimations. Nous sommes malades des autres parce que nous avons peur de notre propre mémoire vivante, parce que nous ne bougeons plus, nous ne cherchons plus à travers champs. On ne bâtit pas une civilisation sur le thème hallucinatoire de l'invasion et du remplacement. On ne fonde pas une communauté sur la suspicion d'autrui. Je ne me sens pas à l'aise. Je suis embarrassé, je suis inquiété par cette pensée d'une histoire que nous aurions à protéger, d'un héritage à défendre, d'une identité en danger. Je suis physiquement contraint, charnellement indisposé à l'idée d'avoir à me défendre d'autrui, comme à l'idée d'avoir à protéger un bien propre, une identité non partageable avec quiconque. Voilà qui témoigne d'un rapport difficile que je peux entretenir avec ce que je suis supposé posséder. Ai-je à défendre ce pourquoi j'ai été aimé et choyé, protégé par les miens? Ai-je à craindre la perte de ce que nous étions et de l'amour que nous avons tenté avec maladresse de partager? Je suis un Français né dans les premières années 60 du siècle précédent, issu d'un milieu plutôt modeste, élevé avec tendresse dans le souci du dépassement de soi, des études et d'une vie honnête. Suis-je bien sûr d'avoir aimé les miens sans arrière-pensée? Sans doute aucun. Je ne saurais toujours pas comment ma mère et mon père ont su que je les aimais. L'amour entre nous existait sans doute. Disons que nous le supposions. Que nous vivions ainsi avec cette hypothèse d'un amour invisible. Est-ce que nous espérions lui faire confiance? J'entends bien la lassitude particulière, cette espèce de paresse du qui pouvons-nous, et que seul nous donne le confort, que seul procure l'aisance, même relative, même raisonnable. Nous ne pourrions tout faire, répondre de tous, ni tous accueillir, au risque de nous déformer, de nous dissoudre, au risque de grands changements, au risque d'être nous-mêmes incompris et rejetés, car au bout du compte, il ne reste que cet ultime argument de la peur fraternelle, de la honte fratricide. Ceux que nous ne pouvons pas accueillir, eux-mêmes ne voudraient finalement pas de nous, eux-mêmes, au bout du compte, ne nous reconnaîtraient pas, et pour finir, et pour en finir, par nous refigurer, par défigurer notre grande histoire, notre chère mémoire, dans la caricature d'un duel, dans une opposition les uns contre les autres, à se demander qui assimilera qui, à s'interroger qui à la place de qui délogera qui. Car c'est toujours la même histoire de la jalousie fraternelle entre nous, pour finir donc par renverser la vapeur, par retourner l'argument. Ce sont eux qui ne voudraient donc pas de nous. Ce sont eux les nouveaux venus, les déterrés, les exilés, ce sont eux les migrants qui débarquent chez nous comme chez eux, qui ne voudraient pas bouger, qui ne voudraient pas de nous, ce sont eux que nous repoussons, que nous négligeons, eh bien ce sont eux qui ne voudraient pas nous accueillir.
Ainsi nous n'y entendons plus rien, nous n'y comprenons plus rien, et nous empêchons chacun d'y comprendre quelque chose. Nous souffrons, nous avons la nausée de cette passion du possessif qui n'a d'autre plainte, d'autre chant que le chant complaisant et funèbre de sa propre disparition, quand tant d'autres sont exclus, quand tant d'autres sont méprisés, oubliés, rejetés, et non de possession que l'espoir vain, et non de possessif que leur pâle décision de ne pas crever comme ça, et non de possessif que leur entêtement humain, que leur certitude de ne pas vouloir crever comme ça. Ce sont eux les plus misérables, les plus malheureux, les plus laissés pour compte, qui nous déformeraient, qui nous dénatureraient incessamment de leur propre immigration, de leur propre mouvement de survie. On ne sait jamais, à entendre certains parangons nationaux, à entendre certains défenseurs de notre mémoire, de notre héritage, on ne sait jamais si les demandeurs d'asile, si les plus démunis des migrants ne viennent pas finalement pour nous chasser, pour faire de nous les seuls vrais migrants au regard de l'histoire, les seuls exclus au regard de la détresse nationale. Quand ils veulent sauver leur vie, ils nous combattraient et nous feraient un tort mortel. La tentation serait de nous enfermer, de nous fortifier, dans les limites de notre propre humanité, à la fois risibles et terribles. Mais dites-moi, quelle est notre substance, et de quoi sommes-nous faits, tandis que des millions d'ombres étranges veillent sur nous, William Shakespeare. Alors que nous sommes tous confrontés à l'énigme de notre identité, de notre genre, et touchés par le drame intime de notre reconnaissance incertaine, nous nous mettons en danger dans le désir de connaître qui nous sommes. Et ce danger, ce risque pris, c'est la morale. Savoir qui nous sommes doit nous mener à la question de quelle vie choisissons-nous de vivre les uns avec les autres. Nos identités ne peuvent être closes. Car la grande aventure, c'est la reconnaissance de l'autre comme enjeu de notre propre humanité possible. C'est le non-roi Lyre, dans la lande, vociférant et pleurant, qui dans la folie parvient à cette révélation de la compassion profonde pour ce pauvre animal nu et fourchu qu'est l'homme, inconnu, errant comme lui dans un monde en décomposition, William Shakespeare. Et dans la tempête qui hurle, autant à l'extérieur que dans la tête du personnage, s'élève cette prière poignante, éprouver ce qu'éprouvent les autres. Comment s'offrir enfin à la reconnaissance d'autrui, tel est notre dilemme. Nous représenter comme humains produits dans la langue et sur la scène du monde comme un effet de stupeur, un effet de commencement, d'ébranlement. On peut souhaiter ne plus être roi et souhaiter jusqu'à la folie être traité comme un homme qui fut roi. Ne plus se vouloir père et souhaiter jusqu'à la douleur de la séparation, de l'abandon, être traité comme un homme qui fut père. Mais voulant protéger ce que nous pensons être, voulant préserver ce que nous croyons être, notre identité, il arrive que nous chassions toute pensée active de l'autre, au cœur même de notre propre reconnaissance, de notre propre construction de nous-mêmes. Mais quel est notre héritage, dites-moi? Quelles sont ces valeurs que nous aurions allègrement trahies? Notre sol, notre socle, notre souche, quels sont-ils? Quel est ce passé puissant dont nous nous serions lâchement et faiblement détournés? Quelle est cette langue si lumineuse que nous aurions ravagée et assombrie, défigurée? Qui la parlait? Et ces valeurs, qui les incarnait? Quels héros, quels grands hommes qui, aujourd'hui, depuis leur absence angoissante, depuis le silence de leur mort, autoriseraient qu'en leur nom et qu'au nom de leur présence dans notre mémoire, nous chassions l'inquiétude d'être avec les autres, le souci de recevoir les inattendus, d'accueillir les malheureux. Et ce peuple que nous étions. Aujourd'hui, nous devons faire face et savoir d'instinct, savoir sans le comprendre que la seule force, la seule valeur, la seule dignité, c'est de ne pas comprendre, si comprendre nous fait renoncer à l'amour de l'autre. Voilà ce qui fonde, voilà ce qui fait la légitimité non seulement d'une existence, mais de toute communauté. Frédéric Boyer. Quelle terreur en nous ne veut pas finir. Édition POL.